On a tous été surpris d'apprendre que le nom d'un objet ou d'une création était en réalité lié au nom de son inventeur. Ce sont les anthroponymes. Poubelle, jacuzzi, montgolfière et j'en passe. Derrière ces noms se cachent parfois des histoires fascinantes. Et c'est notamment le cas de Joseph Pilate, l'inventeur du Pilate. Moi, c'est Val, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Et si tu as envie de voir ce type de format continuer et évoluer, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter des idées de sujets. Joseph Hubertus Pilate naît le 9 décembre 1883 dans une ville textile et industrielle en plein essor, Mönchengladbach, en Allemagne. Alors, le nom est absolument imprononçable pour moi, mais si tu y arrives, n'hésite pas à me corriger en commentaire. Il naît dans une famille catholique modeste, typique de cette région ouvrière. Son père, Heinrich Friedrich Pilate, est serrurier métallier, un métier respecté et éprouvant physiquement. Son père est passionné de gymnastique, ce qui n'a absolument rien d'exceptionnel dans l'Allemagne du 19e siècle. Puisqu'effectivement, à cette période-là, les clubs de gymnastique patriotique structurent une culture entière du mouvement et de l'hygiène corporelle. Concrètement, il est tout à fait plausible que les enfants de Pilate, même sans être membres formels de ces associations, aient baigné dans un environnement où le corps est un terrain de discipline et d'identité. Sa mère, quant à elle, travaille comme ouvrière textile avant de se consacrer principalement à sa famille nombreuse. Dans les récits ultérieurs de Joseph, elle devient naturopathe, une figure presque pré-scientifique de la médecine naturelle. Mönchengladbach, donc la ville où il est né, est prospère mais plutôt polluée. Elle offre un environnement à la fois stimulant et rude. Fumée des usines textiles, densité urbaine élevée, maladies infantiles fréquentes. Dans ce contexte, l'état du jeune Joseph prend une importance centrale. Et oui, les témoignages décrivent un enfant souffrant d'asthme, de rachitisme et d'un rhumatisme articulaire aigu. Ces maladies étaient extrêmement répandues dans les familles ouvrières exposées à la malnutrition, à l'humidité, au surpeuplement et à une hygiène absolument imparfaite. Avec tous ces éléments, on comprend donc que Joseph est un garçon physiquement fragile, probablement conscient très jeune de ses vulnérabilités. Et c'est précisément cette fragilité qui semble avoir déclenché chez Joseph une détermination précoce, presque obsessionnelle, à reconstruire son corps. Et à partir de ce moment-là, de son enfance, Joseph s'engage dans une sorte d'exploration autodidacte des moyens d'améliorer sa santé. L'adolescent lit sur l'anatomie, il s'intéresse aux méthodes d'entraînement populaire, aux premiers manuels occidentaux mentionnant le yoga, etc. On comprend qu'à son jeune âge, Joseph est quand même déjà très conscient. Plusieurs récits affirment qu'à 14 ans, Joseph aurait été assez musclé pour poser comme modèle pour des planches anatomiques. L'histoire est clairement séduisante et elle a été largement répandue dans la littérature Pilate, car elle incarne parfaitement le message du garçon malade au jeune athlète exemplaire. C'est dans ce contexte que Joseph tire une conviction. Le corps n'est pas seulement un outil, mais un projet, un espace de travail, dont l'entretien conditionne la liberté, la santé et même la dignité. À l'aube du XXe siècle, Joseph mène une vie quelque peu normale, banale, en Allemagne. Au début des années 1900, il épousera sa première femme, Marie Tuttmann, et de cette union naîtra une fille, Hélène Louise, surnommée Lénie. Très tragiquement, Maria meurt en 1913, probablement victime, comme beaucoup d'autres, de la précarité sanitaire de l'époque. Et c'est dans ce contexte de deuil total que Joseph va quitter l'Allemagne pour l'Angleterre au début des années 1910. L'Angleterre est alors une terre d'accueil pour les artistes de cirque. Joseph, qui a donc développé une musculature absolument impressionnante, va facilement s'insérer dans le milieu du spectacle physique. Il ne s'agit pas encore de thérapie, mais de performance. À 29 ans, Joseph Pilate travaille donc dans un cirque en Angleterre en tant que gladiateur romain. Et certaines sources mentionnent qu'il aurait enseigné la self-défense à ce moment-là de sa vie. Quoi qu'il en soit, cette période en Angleterre est absolument cruciale dans la vie de Joseph Pilate, puisqu'elle lui permet d'intégrer que son corps peut à la fois être un outil de combat, un objet esthétique et un gagne-pain. 4 août 1914, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Une rupture brutale dans la vie
de Joseph Pilate. Le 5 août, au lendemain du déclenchement de la guerre, le gouvernement anglais va voter une loi qui va considérablement sceller son destin, l'Aliens Restriction Act. Ce texte de loi transforme instantanément Joseph Pilate. Il n'est plus un athlète résident, il devient officiellement un ennemi étranger. Le piège se referme sur lui notamment à cause d'un détail géographique, les Prohibited Areas. Effectivement, le texte comprend la délimitation de zones interdites. Cette loi interdit aux ressortissants allemands de résider près des côtes. Ces zones sont considérées comme sensibles à l'espionnage. Et manque de chance, Joseph Pilate se trouve alors dans la région de Lancaster, une zone côtière particulièrement stratégique. Son profil devient tout de suite suspect, il est allemand, en âge de combattre, en excellentes conditions physiques, et il se trouve dans une zone interdite. Tu l'auras compris, ce tournant est absolument majeur dans la vie de Joseph Pilate, et la situation est à ce moment-là extrêmement compliquée pour lui. Il est donc, en vertu de l'Alien Restriction Act, convoqué au commissariat pour s'enregistrer, puis il est arrêté préventivement, sans procès, sans avoir commis le moindre crime, autre que d'avoir le mauvais passeport au mauvais endroit. Joseph Pilate est d'abord interné à Lancaster Castle, une forteresse médiévale reconditionnée en lieu de détention provisoire pour ressortissants allemands au début de la guerre. Il y est donc enfermé, comme beaucoup d'autres étrangers ennemis, dans l'attente que les autorités organisent un système de camps plus vaste. Ce n'est qu'ultérieurement, une fois que le dispositif d'internement est pleinement opérationnel, que Joseph Pilate est transféré. Il est transféré vers le camp de Knocklow sur l'île de Man, île qui est donc destinée à accueillir durablement des milliers de civils allemands. Les conditions y sont là aussi absolument difficiles, de l'insalubrité, de la promiscuité, de l'ennui, et en plus de ça se rajoute le fameux barbelé blues, soit la dépression liée à l'enfermement qui va évidemment apparaître chez chacun des internés. Et c'est ici, c'est à ce moment-là de son histoire que Joseph Pilate se mue en pédagogue. Et oui, Joseph se refuse de laisser ses compagnons d'infortune sombrer dans une sorte d'apathie tant physique que mentale, et il commence à organiser des séances d'entraînement. Il affine ses séances en cherchant des mouvements pouvant être pratiqués dans des espaces de plus en plus restreints, sans équipement, mais qui sollicitent l'ensemble du corps. Et en fait, au fur et à mesure des jours, il observe le bénéfice de ces exercices sur la santé mentale de ses co-détenus. Et c'est également sur cette île de Man que naît l'aspect le plus ingénieux de tout son héritage, les machines. Et oui, dans ce camp, Joseph est affecté à l'aide aux malades. Il est confronté à des patients alités, incapables de se lever pour faire de l'exercice. Et alors là, Joseph a la plus grande intuition de toute sa vie, et il décide de transformer les lits d'hôpitaux en outils de rééducation. Il démonte les ressorts des sommiers et vient les fixer au montant métallique des lits. Il crée ainsi un système de résistance variable qui permet aux malades de travailler leurs muscles tout en restant couchés. Tu me vois certainement venir ce bricolage d'infortune. Oui, c'est bel et bien l'ancêtre du réformeur. Et pour la première fois, l'idée centrale de sa méthode apparaît. Utiliser la résistance des ressorts pour accompagner le mouvement ou le rendre plus difficile, en imitant la contraction naturelle musculaire du corps, mais sans impact violent pour les articulations. Non mais franchement, je trouve ça dingue. Punaise, le mec, il est là, il est interné, on est en pleine guerre, et il se dit mais comment je vais aider les autres autour de moi ? Libéré après l'armistice, Joseph Pilate retourne en Allemagne, plus précisément à Hambourg, en 1919. Il retrouve un pays dévasté, humilié, en pleine effervescence politique et culturelle. Et oui, à ce moment-là, l'Allemagne laisse place à la République de Weimar. Professionnellement, Joseph continue d'affiner sa pratique. Il entraîne la police de Hambourg, introduisant ses principes de contrôle physique dans la préparation des forces de l'ordre. Mais à ce moment-là de son histoire, c'est surtout le contact avec le monde artistique qui va être déterminant. Joseph fréquente de plus en plus des cercles où gravitent des théoriciens du mouvement. On pense notamment à Rudolf Laban ou Marie Wigman. Pour vous expliquer très rapidement qui sont ces personnes, Rudolf est un théoricien et pédagogue du mouvement. Il est l'inventeur de la labonation. Donc là, vous allez me dire, qu'est-ce que la labonation ? Eh bien, il s'agit d'un système d'écriture des mouvements humains. Oui, je sais, ça peut paraître un petit peu flou. Mais concrètement, ce système permet de noter précisément les déplacements du corps dans l'espace, le temps et l'énergie. Et je crois que c'est aussi une figure fondatrice
fondatrice de la danse moderne. Et de l'autre côté, Mary Wigman est son élève, et c'est une chorégraphe majeure de la danse expressionniste en Allemagne, centrée notamment sur l'expression intérieure et le geste. Bon, tu l'auras compris, on est sur de grosses figures artistiques allemandes de l'époque. Et donc Joseph, bien qu'il ne soit pas chorégraphe ou danseur, il échange de plus en plus avec eux. Et cette influence de ces danseurs est capitale puisqu'elle va venir adoucir l'approche purement gymnastique et militaire de Joseph pour arriver dans quelque chose de plus fluide, avec un véritable centre de gravité et une importance dans l'expression corporelle. Cependant, si sa pratique évolue, l'horizon s'assombrit en Allemagne à nouveau. La montée des nationalistes et de la militarisation inquiète de plus en plus Joseph. Une anecdote célèbre raconte d'ailleurs qu'on lui aurait proposé d'entraîner la nouvelle armée allemande, la Reichswehr. Joseph décide donc de quitter définitivement l'Allemagne pour les États-Unis en 1926. Il atterrit à New York, où il voit les meilleures perspectives pour diffuser son travail, et c'est durant la traversée de l'Atlantique qu'il rencontra Clara Zeuner, future Clara Pilates, qui deviendra donc sa partenaire de vie et sa partenaire de travail. L'année 1926 marque donc la véritable naissance du phénomène Pilates. Si les concepts de cette méthode ont donc effectivement germé en Europe, c'est vraiment sur le sol américain qu'ils vont s'enraciner. Et ce, notamment grâce à Clara. Quelques mots sur Clara Zeuner, donc devenue Clara Pilates. Clara est une jardinière d'enfants, c'est-à-dire qu'elle est enseignante en maternelle. Elle est originaire d'Allemagne et elle souffre de problèmes de santé chroniques, souvent décrits comme de l'arthrite. Et c'est à la suite donc de sa rencontre avec Joseph que ce dernier va lui proposer des exercices basés sur sa méthode de conditionnement physique donc. Et il s'avère que Clara va très rapidement en sentir les bienfaits. Absolument convaincue par l'approche de Joseph, Clara deviendra sa plus proche collaboratrice tout au long de sa vie. À leur arrivée à New York, Joseph et Clara Pilates vont s'installer dans un studio situé au 939 8e avenue à l'angle de la 56e, dans un immeuble communément appelé Van Dyck Building. Cet établissement, devenu emblématique, se trouve dans un quartier qui est particulièrement imprégné des arts du spectacle. Je le précise parce que c'est assez déterminant pour l'évolution de la méthode, vous allez voir. Et donc ce quartier abrite effectivement des studios de danse, des salles de répétition, et tous ces lieux sont donc fréquentés par des danseurs professionnels. Et c'est donc là, dans ce studio, que Joseph et Clara ouvrent leur gymnasium. Ils vont ici développer et enseigner la méthode de Joseph, qu'il nommera à ce moment-là contrologie. La contrologie est définie comme une coordination parfaite du corps, de l'esprit et de l'âme. Et le lieu est loin d'être les studios qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un studio standardisé. Il s'agit d'un lieu fonctionnel et animé, rempli d'appareils conçus par Joseph, fait donc de bois, de cuir et de ressorts, qu'il fabrique et qu'il adapte lui-même. Et donc la proximité avec les différents studios de danse crée une symbiose immédiate. Les chorégraphes, notamment George Balanchine, fondateur du New York City Ballet, ou encore Martha Graham, pionnière de la danse moderne, découvrent rapidement les bienfaits de la contrologie. Et en fait, à cette époque, la médecine du sport n'est pas encore ultra développée, et donc les danseurs blessés n'ont pas mille choix et ils s'orientent plutôt vers la contrologie. Balanchine et Graham envoient notamment leurs élèves blessés ou qui ont besoin de rééducation dans le studio de Joseph et Clara. Les danseurs y trouvent alors un véritable renforcement de leur centre, le fameux powerhouse, sans prise de masse musculaire excessive. Donc concrètement, ça permet à ces danseurs de garder des lignes esthétiques tout en gagnant de la masse musculaire. Révolutionnaire pour l'époque. Et donc en retour, ces corps quelque peu d'élite, on va dire, puisque c'est des danseurs professionnels de New York, permettent notamment à Joseph Pilates et à Clara de peaufiner cette fameuse méthode. Ils la rendent alors encore plus fluide et exigeante. Et des figures légendaires comme Anya Holm ou Ted Shawn, des danseurs absolument exceptionnels de leur époque, deviennent des habitués du studio. À ce moment-là, Joe et Clara sont le yin et le yang, c'est-à-dire que le succès et la dynamique du studio reposent uniquement sur la complémentarité du couple. Joseph est le visionnaire intransigeant, souvent vêtu d'un simple slip de bain de type gymnaste, et fumant parfois le cigare entre deux démonstrations, il est une force de la nature. Son style d'enseignement, il est direct et parfois sévère. Il n'explique pas longuement, il ordonne au corps de bouger. Clara, elle, c'est l'âme du studio. Elle est souvent vêtue de sa blouse blanche et elle passe souvent derrière Joseph pour adoucir le message. Elle possède le fameux don pédagogique qui manque parfois à son mari. Elle prend le temps de placer les mains, d'expliquer la subtilité du mouvement ou encore d'adapter l'exercice à la douleur du client.
De nombreux elders, qui deviendront les élèves un petit peu d'élite, mais on y reviendra, diront plus tard qu'ils ont appris la technique avec Joseph, mais qu'ils ont compris la méthode avec Clara. Et durant cette période particulièrement féconde, Joseph tente de matérialiser sa pensée dans des écrits. Concrètement, il veut formaliser sa pensée pour tenter de toucher plus largement le public new-yorkais et pas que les danseurs d'élite. En 1934, il publie Your Health. Plus qu'un manuel, c'est un manifeste passionné, voire polémique. Il y critique violemment la sédentarité moderne. Bon, on sait que c'est toujours un problème. Les chaises inconfortables, les mauvaises architectures et l'hygiène déplorable des contemporains. Disons qu'à ce moment-là, Joseph, il se pose un petit peu en réformateur de vie. En 1945, il publie Return to Life Through Contrology. Mais en gros, c'est le retour à la vie par la contrologie. C'est l'ouvrage de référence. Et c'est donc dans cet ouvrage qu'il présente de manière détaillée les principes fondamentaux de sa méthode. Photo à l'appui, alors qu'il a quand même plus de 60 ans à cette période, il pose avec une musculature absolument impressionnante. Jusqu'à la fin des années 1950, le studio de la 8e avenue reste un lieu confidentiel pour l'élite new-yorkaise, mais il prend de plus en plus d'importance. Une question cruciale commence alors à titiller Joseph et Clara. La question de la succession de cette méthode. Joseph n'a jamais fondé d'école au sens académique du terme. Il n'y a pas de manuel pédagogique destiné aux instructeurs. On apprend surtout par osmose en pratiquant à ses côtés pendant des années. Et c'est dans ce contexte que se forme le groupe que l'on appellera plus tard les Elders. Ce sont les anciens ou la première génération. Concrètement, ce sont des élèves qui, après avoir pratiqué la méthode pour eux-mêmes, après l'avoir apprise aux côtés de Joseph et Clara, commence petit à petit à l'enseigner. Et parmi ces elders, deux figures historiques se distinguent. D'abord, Romana Kryžanovská. Romana, c'est une danseuse arrivée au studio de la 8e avenue en 1941. Elle deviendra la fille spirituelle de Joe et Clara Pilates. En fait, c'est Joseph qui va désigner Romana comme celle qui comprend le mieux sa méthode. Ensuite, on a d'autres noms tout à fait historiques et importants également, comme Eve Gentry, Ron Flechter, Carola Trayer ou Mary Bowen. Chacun de ces élèves vont ensuite développer leur propre interprétation de la méthode Pilates, mais ils font partie des elders, donc ceux qui ont reçu vraiment une formation par Joseph du Pilates classique. On verra que certains resteront extrêmement fidèles à la méthode Pilates comme Joseph et Clara l'entendaient, et d'autres vont y intégrer des éléments comme la danse ou des éléments de thérapie moderne. Il existe une idée comme quoi Joseph aurait diplômé ces différents enseignants, les elders, mais en fait c'est absolument faux. C'est-à-dire que Joseph était plutôt avare en diplôme, et il y a uniquement deux élèves qui ont effectivement reçu une certification de la part de Joseph lui-même, et c'était dans le cadre de formation professionnelle de l'État de New York. Donc on n'a pas beaucoup de détails sur ces certifications, mais les deux personnes qui les ont reçues sont Cathy Stanford Grant et Lolita San Miguel. Tous les autres ont été adoubés verbalement ou par la pratique, mais sans certificat officiel, ce qui créera plus tard des tensions sur la légitimité et les différentes lignées. On va y venir. Dans les années 60, Joseph est un homme toujours vigoureux, mais un petit peu amer, puisque sa technique n'est toujours pas reconnue dans la médecine officielle. Spoiler, c'est toujours pas le cas, et donc elle reste vraiment cantonnée au monde de la danse et des élites. Et à ce moment-là, Joseph a une phrase fétiche qu'il répète régulièrement: « J'ai 50 ans d'avance sur mon temps ». Je trouve qu'elle fait réfléchir. Janvier 1966, un incendie se déclare au 939 8e avenue, à l'angle de la 56e. Joseph, alors âgé de 82 ans, retourne dans les flammes pour inspecter évidemment la structure et tenter de sauver ses machines. Il survit à l'incendie, mais inhale à ce moment-là de nombreuses fumées toxiques qui endommagent gravement ses voies respiratoires. Cet accident marque le début de son déclin physique rapide. Joseph meurt un an et demi plus tard, le 9 octobre 1967, au Lenox Hill Hospital de New York. La cause de son décès est un emphysème avancé. C'est donc une affection où les alvéoles pulmonaires se détruisent progressivement. Si l'incendie a certainement aggravé son état de santé, les historiens notent ou ont tendance à noter une ironie du sort. L'homme qui avait effectivement basé sa méthode sur la purification par le souffle, qui était aussi un fumeur avéré de cigares, quittera ce monde suite à une maladie pulmonaire. Joseph meurt sans laisser de testament ou de directives claires sur les suites de sa méthode, soit l'avenir de la contrologie.
Après la mort de Joseph en 1967, Clara Pilates, bien que elle aussi diminuée physiquement, continue de diriger le studio. Dans une lettre célèbre datée de cette époque, Clara écrit à Ron Flechter, un des élèves: "Ce n'est pas la même chose sans Joe, mais continuons pour lui. C'est une période de fragilité extrême. Sans le charisme bouillonnant du fondateur, l'entreprise vacille." Clara, figure maternelle, aimée de tous les élèves, s'appuie alors totalement sur Romana Kryzanowska, fille spirituelle de Joe et Clara, pour assurer la continuité pédagogique. En réalité, à ce moment-là, Clara désigne officieusement Romana Kryzanowska comme la gardienne de la méthode. C'est elle qui a compris le véritable travail derrière et le travail en profondeur. Clara s'éteindra en 1977 et elle emportera avec elle le dernier lien direct de la méthode Pilates. Jusqu'au bout, elle aura tenté de préserver l'esprit de la contrologie, mais sa mort va entraîner la dispersion des différents élèves. Après la mort de Clara, le noyau dur new-yorkais éclate. Les disciples historiques, les Elders donc, partent tous fonder leurs écoles aux quatre coins du monde. Ron Flechter à Los Angeles, où il va justement séduire Hollywood avec cette méthode, F. Gentry au Nouveau-Mexique, et les autres un peu partout ailleurs. Et c'est à ce moment-là que le terme contrologie, jugé trop austère, va disparaître petit à petit au profit de Pilates. Le nom du créateur absorbe sa création. Au tournant des années 1980 et 1990, la diaspora Pilates entre dans l'ère des institutions. En 1991, à Sainte-Fé, des élèves comme John Braybar, F. Gentry, Mitchell Larson fondent l'Institut pour la méthode Pilates, première grande structure de formation systématisée. Leur ambition, sortir la méthode du cercle d'anciens élèves new-yorkais et lui donner un cadre pédagogique plus formel, avec des supports écrits, des cursus de formation, etc. Mais pendant ce temps, à New York, une autre stratégie se met en place. Et oui, au début des années 1990, un entrepreneur nommé Sean Gallagher rachète la société liée au New York Pilates Studio. Donc le studio situé au 939 de la 8e avenue à l'angle de la 56e. Bon, je pense que tu le situes maintenant. Et il achète aussi des archives et des droits commerciaux associés au nom de Joseph Pilates. Il regroupe tout ça sous une entité, Pilates Inc., et affirme détenir les marques Pilates et The Pilates Studio. Avec Romana Kryzanowska, il met en place un programme officiel de formation d'instructeurs, adossé à ces marques. Je pense que tu le vois venir, le problème. Bah oui, parce que Sean Gallagher défend à ce moment-là une idée très controversée. Pour lui, le mot Pilates n'est pas un mot générique. C'est une marque protégée. Et donc là aussi, tu comprends ce que ça signifie. C'est que si Pilates est une marque protégée et que tu ouvres un studio ou que tu es un formateur indépendant, tu dois payer une licence pour avoir le droit d'utiliser le terme Pilates. Problème, parce que de l'autre côté, avec la création de l'Institut pour la méthode Pilates, on parle pas de licence. Et donc évidemment, cette appropriation du terme Pilates en tant que marque ne plaît absolument pas à la communauté d'élèves qui ont commencé à ouvrir de part et d'autre des studios. Plusieurs studios et fabricants d'appareils, donc les réformeurs notamment, décident d'attaquer en justice Sean Gallagher. Je dis Sean Gallagher depuis tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre de la prononciation. Un procès fédéral s'ouvre alors aux États-Unis. Pilates Inc. contre Current Concepts Inc. Et en octobre 2000, le tribunal de Manhattan rend son verdict. Le terme Pilates est effectivement un terme générique, comme le yoga, comme le karaté. Le juge estime que Joseph Pilates utilisait son nom pour désigner un type d'exercice, pas comme une marque commerciale. Le mot Pilates devient alors libre d'usage dans le monde entier. Au même titre que sandwich, par exemple. Et oui, sandwich, tu n'y penses pas à chaque fois que tu rentres dans une boulangerie, mais initialement c'était un aristocrate anglais. Ou alors d'autres exemples comme pasteur avec pasteurisation, diesel. On passe donc de nom propre à nom commun. Et c'est cette liberté d'usage du nom qui permettra à la méthode Pilates, dans les années 2000, d'exploser internationalement. La méthode survit, elle se transforme et elle se fragmente. Coexiste aujourd'hui le Pilates classique. Après le procès de 2000, Romana Kryzanowska crée son propre label. Ce n'est pas une nouvelle méthode, mais c'est une certification d'authenticité. Donc concrètement, ce label permet à celles et ceux qui le souhaitent d'être certifiés Romana Pilates. En gros, si t'es certifié Romana Pilates, tu fais le Pilates classique de Joe et Clara Pilates. Précisons d'ailleurs que ce Pilates classique, celui de Joe et Clara Pilates, est arrivé en France grâce à Philippe Taupin en 1990, qui a été formé aux côtés de Romana Kryzanowska. Cette transmission
L'évolution du Pilates classique sera, à la suite de Romana Kryžanovská, assurée par sa fille et sa petite-fille. On est donc vraiment sur une histoire de famille. À côté du Pilates classique, le Pilates contemporain, enrichi par des méthodes très connues comme Balance Body, Polestar, ou des approches plus hybrides avec le Pilates Bar, le Yoga Late ou le Functional Pilates. On est donc sur un phénomène hyper diversifié, mondial, on est sur quelque chose de gros. Pour être plus précis, aujourd'hui on estime à 15 millions le nombre de personnes qui pratiquent régulièrement le Pilates, avec une croissance estimée de 30 à 40% depuis 2020, donc c'est faramineux. Et juste un dernier petit chiffre, le marché du Pilates, avec les alternatives qui peuvent en découler, est estimé aujourd'hui à plus de 175 milliards de dollars. Joseph et Clara Pilates ont façonné quelque chose de monstrueux. Ce que révèle la vie de Joseph Pilates, c'est la vie d'un génie empirique. Enfant fragile, devenu obsédé par la force, transformant l'enfermement en laboratoire. Il n'a jamais cessé de vouloir reprendre le contrôle de son corps, de sa santé, de son destin. Visionnaire intransigeant, Joseph Pilates est un inventeur et un praticien, convaincu que l'expérience du corps valait plus que toutes les théories. Il meurt donc sans laisser d'héritage, il n'a pas bâti un système, mais il a lancé une idée née de la guerre, du soin, de la résilience, de l'altruisme aussi, et qui plus d'un siècle plus tard, aujourd'hui, continue de vivre comme jamais. La forme physique est la première condition du bonheur, disait-il. Voilà, c'était la toute première vidéo de la chaîne, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et à la réaliser. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner, à liker, à commenter avec d'autres idées d'histoires qui font du bien, des histoires inspirantes de personnes comme Joseph Pilates. Et voilà quoi, merci, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Gros bisous!